À 57 ans, Tristan Orto est atteint d'un cancer du rectum. Pour lui, tout commence il y a plus d'1 an par des symptômes presque banals. Un changement imperceptible du transit au départ, puis après des douleurs très très vives dans les jambes. Donc en fait mon médecin traitant a cherché autour de ça pendant plusieurs semaines. Et puis finalement le dernier examen, l'IRM pelvien, qui a diagnostiqué une tumeur rectale. Il était urgent que ce soit découvert et que je sois traité. La tumeur fait une dizaine de centimètres, trop volumineuse pour être retirée. Tristan Orto enchaîne alors 6 cures de chimiothérapie. Le traitement fonctionne. Aujourd'hui, l'intervention est possible. On repère l'endroit où on va mettre les trocars du robot, sans rien abîmer évidemment. Une intervention par célioscopie. À la manœuvre, ce robot, doté d'une caméra et de 4 bras pilotés à distance. Il y a une vision en 3D, donc on est beaucoup plus précis. Puis les bras du robot ont 5-6 degrés de liberté, beaucoup plus que les poignets d'un chirurgien, et donc ça permet d'être beaucoup plus agile et d'avoir des dissections plus précises. Une minutie très importante pour libérer le haut du côlon fixé dans l'abdomen. Une étape cruciale avant de pouvoir retirer la tumeur située dans le rectum. Le chirurgien rétablira ensuite la continuité digestive entre le côlon et l'anus. Si le côlon n'est pas assez libéré, la couture qu'on va faire entre le côlon et l'anus va être en tension et ça augmente le risque de complications post-opératoires, de lâchage, donc de péritonite ou d'abcès post-opératoire. Le chirurgien ne retire pas uniquement la tumeur, mais aussi 10 à 20 ganglions lymphatiques. Un geste particulièrement délicat. Tous ces ganglions, ils sont situés le long de l'artère qui vascularise le rectum et c'est une zone qui est un peu difficile parce qu'il y a des nerfs, il y a l'urtère qui va vers la vessie, donc il y a plein de structures nobles qu'il faut évidemment pas abîmer, mais il faut quand même enlever le plus de longueur possible d'artère pour avoir le plus de ganglions. Évidemment, si on laisse des ganglions envahis par la tumeur, le risque de récidive augmente considérablement. Les vaisseaux sanguins qui irriguent le rectum viennent d'être sectionnés. Ça, c'est pas mal. Alors, attends, hop. Mais avant de retirer la tumeur et les tissus touchés, le chirurgien s'assure que la partie saine du côlon, elle, est toujours vascularisée. Pour cela, les anesthésistes injectent un colorant. Vous voyez le truc qui flash, là? Ça, c'est l'artère, donc ça prouve que on n'a pas abîmé les vaisseaux et qu'on va faire la suture dans les meilleures conditions possibles. La tumeur peut désormais être retirée par les voies naturelles. Bien. Donc là, on a un très beau rectum, malgré la difficulté. Au total, 30 cm ont été retirés. Le chirurgien suture le côlon à l'anus. Pour protéger la zone du passage des selles, une poche est généralement posée. Mais cette fois, un nouveau dispositif est expérimenté. Un tube en plastique est inséré dans le côlon. Les selles vont passer dans la gaine en plastique pendant 2 semaines, pas pendant 10 jours. Il n'y a rien qui passe au travers de la couture et quand même beaucoup moins lourd que d'avoir une stomie pendant 3 mois. Après plus de 5 heures, l'intervention est terminée. Le patient, lui, devra respecter un régime alimentaire strict pendant plusieurs mois. Alors, on a reçu cette question de Aude qui nous demande si la chimiothérapie est obligatoire pour ce cancer. Alors, après une chirurgie, elle n'est pas systématique. Ça dépend en fait de l'examen de la pièce opératoire. On regarde en particulier est-ce que les fameux ganglions qui ont été retirés par le chirurgien comportent des cellules tumorales à l'intérieur. S'il n'y en a pas, dans la majorité, très grande majorité des cas, on peut se passer de chimiothérapie. Et par contre, s'il y a des ganglions envahis, là, il y a une indication à faire une chimiothérapie. Jeanne nous demande si on a forcément une poche pour les selles après une chirurgie dans un cancer colorectal. Alors non, c'est pas du tout systématique. Pour les cancers du côlon en particulier, c'est exceptionnel. C'est surtout quand il y a eu des complications. Pour les cancers du rectum, pour les tumeurs qui sont bas situées, il peut arriver souvent que les chirurgiens aient besoin de faire une poche temporaire pour favoriser la cicatrisation de la fameuse suture assez bas située. Mais c'est une poche que les patients gardent dans ces cas-là 6 semaines environ. Vous avez parlé tout à l'heure des symptômes qui doivent nous amener à consulter si on sort. On n'est pas dans le dépistage, c'est-à-dire avant 50 ans. C'est quoi les symptômes qui doivent nous alerter en disant tiens, peut-être que j'en parle à mon médecin traitant? Alors, ça va être des modifications du transit, c'est-à-dire qu'on peut être constipé de façon chronique ou avoir de la diarrhée de façon chronique, c'est très fréquent. Par contre, si on est constipé de façon chronique et puis de façon persistante pendant plusieurs semaines, on a une diarrhée qui s'installe ou inversement, ou une alternance diarrhée-constipation, ça doit être un signe qui doit interpeller.
De la même manière, des douleurs abdominales, c'est très fréquent dans la population générale d'avoir des douleurs abdominales. Si c'est des douleurs qu'on a depuis 20 ans, qui n'ont pas changé d'aspect, qui sont spasmodiques, on ne s'inquiète pas. Si par contre elles changent, elles deviennent plus intenses, elles réveillent la nuit ou qu'on n'est pas habitué à avoir des douleurs abdominales et qu'on en a pendant plusieurs semaines, ça doit conduire à consulter son médecin. Les autres symptômes de retentissement plus général sont en général plus tardifs. Quand on commence à avoir moins d'appétit, à perdre du poids, c'est en général que la maladie a un stade plus avancé. Alors, souvent, après nos émissions, on nous dit qu'est-ce qu'on fait après 74 ans, après cette période du dépistage systématique? Alors, en théorie, si on a été bon élève et qu'on a fait tous ces tests tous les 2 ans, entre 50 et 74 ans, et qui sont tous revenus négatifs, on se dit que même si le test n'est pas parfait en termes de sensibilité, la probabilité d'avoir des polypes est très faible et que du coup, on sort finalement de ce cadre de ce dépistage. La problématique, c'est que la population, elle n'est malheureusement pas assidue comme ça pour être certaine finalement de la rentabilité de ce dépistage. En gros, si on a plus de 74 ans, il faut être attentif à ces symptômes d'alerte et retenir aussi que si on a du sang dans les selles, c'est pas forcément des hémorroïdes et que même si on a des hémorroïdes, il faut pas s'arrêter là et que le fait d'avoir du sang dans les selles doit faire que le médecin doit examiner le patient et que même s'il y a des hémorroïdes, il faut faire une coloscopie pour être sûr qu'il n'y ait pas une tumeur qui saigne au-dessus d'hémorroïdes. On a cette question de Laurent qui nous dit on entend beaucoup que des jeunes développent des cancers colorectaux. À quoi est-ce dû? On a ça notamment aux États-Unis et je crois qu'en France, on suit un peu cette tendance. Alors, en effet, ça fait partie des cancers qu'on va augmenter chez les patients de moins de 50 ans. Il y a des facteurs de mode de vie dont on a parlé tout à l'heure, la sédentarité, le surpoids, l'obésité, l'alimentation transformée, qui serait davantage les jeunes générations. L'alcool et le tabac sont aussi des facteurs de risque de cancer colorectal, mais chez les jeunes, ils sont plutôt en régression plutôt que les générations précédentes. Il se pose la question aussi chez des patients jeunes qu'on voit qui n'ont aucun de ces facteurs de risque, de savoir s'il n'y a pas d'autres formes de polluants environnementaux qui pourraient être en cause, même si on n'a pas de lien formel qui soit établi. C'est quand même une question qui nous préoccupe. Et c'est, je crois, en débat aux États-Unis, d'avancer l'âge du dépistage du cancer colorectal, passer à 45 ans, c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer par la suite. Alors, c'est des décisions politiques, tout ça, évidemment, mais... Oui, tout à fait, c'est des questions qui se posent. Et puis aussi d'adapter en fonction de l'exposition aux autres facteurs de risque. On sait que si on fume, qu'on est obèse, il faut peut-être commencer plus tôt ou aller voir un gastro-entérologue pour envisager la coloscopie plutôt que le dépistage classique. On a un téléspectateur ou une téléspectatrice qui a une maladie inflammatoire du tube digestif. Ça augmente le risque de cancer colorectal, parce qu'elle nous demande, mais du coup, que faire? Est-ce qu'il faut prendre des probiotiques, par exemple? Alors, le fait d'avoir une maladie inflammatoire du tube digestif, donc type maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique, parce qu'il faut bien distinguer ça du syndrome de l'intestin irritable, par exemple, qui, lui, n'est pas une maladie inflammatoire du tube digestif. Voilà. Et donc, si on a une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique, en général, on a un suivi par un gastro-entérologue et le risque est lié à l'étendue et à l'ancienneté de la colite. Les gastro-entérologues connaissent très bien et pourront indiquer quand faire les coloscopies, à quel rythme, en fonction de la sévérité de la maladie. Donc finalement, l'enjeu, c'est notre mode de vie et le dépister le plus tôt possible. Donc d'avoir recours à ce kit de dépistage que vous avez montré, Rim. Tout à fait. Eh bien, écoutez, merci d'avoir répondu à toutes nos questions.